En matière de violence, les hommes prennent souvent les devants, poussés par leur domination physique et leur nature. Cette tendance s'étend au monde des tueurs en série, où les auteurs masculins sont beaucoup plus courants. Mais ne vous y trompez pas, les tueuses en série existent, et leurs crimes peuvent être tout aussi glaçants. Découvrons les histoires de certaines des femmes les plus impitoyables et leurs réactions choquantes face aux lourdes peines qui leur ont été infligées. Janelle Bauer, la jeune mère et épouse de Greg Bauer, aurait passé un appel au 911 pour signaler un incident de meurtre plutôt étrange survenu chez elle. Selon son rapport, elle a déclaré que son mari lui avait tiré dessus, puis s'était tiré une balle en plein front. L'histoire semblait bancale, mais une femme paniquée, et à une époque comme celle-ci où tout peut arriver, on pourrait facilement croire quelque chose comme ça. Pire encore, cela s'est produit le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Mon mari et moi étions en train de nous disputer, et il m'a tiré dessus, puis il s'est tué. Janelle a pris son téléphone et a appelé le 911, gémissant et pleurant au téléphone, avant de déclarer que son mari venait d'essayer de la tuer. Lorsqu'on lui a demandé des nouvelles de son mari, elle a dit qu'il était mort. L'histoire qu'elle a racontée était que son mari avait essayé de la tuer, mais qu'il avait raté son tir et l'avait blessée moins gravement, avant de se tirer une balle dans le front avec l'arme. Elle a appelé le 911 pour signaler l'incident et aussi pour demander de l'aide, car elle a déclaré qu'elle perdait beaucoup de sang. Pendant tout ce temps, elle pleurait en parlant aux représentants. Tout bien considéré, c'était un cas de suicide. Et si son mari ne s'était pas tué, cela aurait été un cas de tentative de meurtre. Mais alors, son mari s'est-il vraiment suicidé? Ou l'accusée Eve ment-elle simplement? En nos 40 années combinées, avons-nous déjà entendu parler de la cible prévue d'un survivant de meurtre-suicide? Au cours des 40 dernières années de mon travail en tant que détective, nous n'avons jamais eu de cas où la victime d'un meurtre-suicide a survécu. Parole d'un détective, le sergent Warren Missner, qui a été informé des détails de l'affaire. C'était un homme si bon. Il était l'une de ces personnes, vraiment bonnes qu'il semble difficile de rencontrer de nos jours. Dans le monde extérieur, Greg et Janelle menaient une vie très confortable et heureuse. Le couple était plutôt heureux ensemble, et avec leur vie. Janelle travaillait dans un bureau de poste, certains jours en tout cas, tandis que Greg travaillait de nuit dans une grande entreprise pharmaceutique. C'était aussi le deuxième mariage pour Greg et Janelle, et ils semblaient vivre ensemble heureux, malgré tout ce qui les entourait. Sur la tête, avec la main ouverte, comme ça. Il est devenu fou et a attrapé le pistolet et a tiré sur... Combien de fois? Je ne sais pas. Quand les policiers sont arrivés à la maison, ils ont vu le corps sans vie de Gregory allongé sur le sol avec une blessure par balle au front. Quand ils ont vérifié le garage, ils ont trouvé Janelle par terre, saignant d'une blessure par balle à la main. Elle a déclaré que Greg l'avait tiré dessus puis s'était suicidé, comme elle l'avait déjà dit à l'opérateur du 911. Mais la police a trouvé l'histoire un peu louche, en raison de la manière étrange dont Greg était tombé, et ils ont immédiatement écarté l'hypothèse du suicide, car l'affaire ressemblait davantage à un homicide avec Janelle tuant son mari. Il a été découvert plus tard que le couple était en instance de divorce, avant la mort de Gregory, et à ce moment-là, ils étaient tous deux séparés, ne se parlant pas vraiment. De plus, leurs enfants n'étaient pas dans la maison. Quand cela s'est produit, Janelle a dit qu'il se disputait et qu'il avait sorti une arme, lui avait tiré dans le bras, puis s'était suicidé. Lorsque des tests médico-légaux ont été effectués, il a été rapidement révélé que Gregory Bauer ne s'était pas suicidé. En fait, c'est Janelle qui lui a tiré dessus avant de tirer plusieurs autres balles dans la pièce. C'est aussi elle qui s'est tirée dans le bras parce qu'elle avait besoin que la police croie à l'histoire. Après que la police a récupéré l'arme du meurtre, l'arme du suicide, et que les experts médico-légaux ont effectué leurs tests, ils ont découvert qu'il s'agissait bien d'un meurtre et non d'un cas de suicide. Avec Janelle tuant son mari et tirant plusieurs coups dans la pièce, elle est allée plus loin en se tirant dans le bras pour rendre son histoire plus convaincante.
le sergent du laboratoire criminel, Jim Dunlop, croit que Janelle a tué son mari et a mis en scène la scène pour qu'elle ressemble à une tentative de meurtre-suicide. À ce stade, il n'y avait plus rien que Janelle puisse faire. Son complot avait été découvert, et il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour sortir de ce dans quoi elle était déjà impliquée. Après des enquêtes et l'examen de la scène du meurtre à l'aide de laser droit pour déterminer d'où le coup de feu avait été tiré, il a été prouvé, comme l'a déclaré Jim Dunlop, qu'elle avait tué Gregory dans son sommeil, puis avait procédé à mettre en scène la scène pour qu'elle ressemble à un meurtre. Il n'y avait pas d'échappatoire cette fois-ci, car elle était pratiquement prise sur tous les fronts. Elle n'avait aucune idée de la façon dont nous enquêtons sur les scènes de tir ou de notre capacité à déterminer qui se tient à quelle position, et à vraiment retracer la trajectoire de ces balles. Je ne suis plus surpris. Je fais cela depuis 24 ans. Ce serait certainement plus difficile s'ils faisaient leur devoir. Son incapacité à comprendre comment ces enquêteurs enquêtent sur les crimes, en particulier sur les scènes de tir, en simulant ce qui s'est passé avant le moment où cela s'est produit, pour déterminer qui était où. C'était un jeu d'enfant, comme l'a déclaré Jim Dunlop. Il avait causé un certain type de dommage facial à une orbite oculaire. Quiconque est prêt à aller jusqu'à cette mesure est certainement prêt à, capable de se tirer une balle dans le bras. Alors que Janelle prétendait que son mari l'avait maltraitée domestiquement et était vraiment méchante avec elle, tous ceux qui ont été interrogés ont dit exactement le contraire, Gregory étant une personne vraiment gentille et incroyable. Warren Misner a déclaré qu'après avoir pu contacter son ex-mari et avoir eu une séance avec lui, il a mentionné qu'il avait été détenu à un moment donné pour violence domestique contre sa femme. Cependant, en réalité, il ne l'a pas touchée. En fait, elle s'est frappée si fort et s'est giflée au visage et à l'œil qu'elle avait des cicatrices. En signalant à la police au XXIe siècle en tant que femme avec des cicatrices sur le visage, cet homme va recevoir la punition la plus sévère qui soit. Mais dans ce cas, elle s'est infligé cela elle-même. Donc le sergent Warren a déclaré que, si elle pouvait se faire ça, alors il y a de fortes chances qu'elle puisse aussi se tirer une balle dans le bras, juste pour s'assurer qu'elle ne soit pas condamnée pour meurtre. Mais la police n'est pas un groupe d'enfants de 10 ans. Mon avocat m'a conseillé de ne rien dire à son sujet en sa présence. Je pensais que votre avocat était une femme. C'était mon avocate pour le divorce. Et elle m'a recommandé un autre avocat. Et qui est cet avocat? C'est Randall Levine. Oh, donc vous connaissiez vraiment Randall. Levine? Je ne pose pas de questions, mais je vais certainement juste vous dire quelques petites choses. Je trouve cela vraiment suspect que vous contactiez un avocat pénaliste. Si c'est ce qu'elle est. Elle s'est aussi un peu plus enfoncée. Lorsqu'elle a été appelée dans la salle d'interrogatoire et que les adjoints l'ont interrogée, elle leur a dit qu'elle avait reçu pour instruction de son avocat de ne rien dire sur l'affaire à quiconque, à moins qu'il ne soit présent avec elle. Quand elle a ensuite mentionné le nom de son avocat, cela l'a mise dans une situation encore plus délicate, car l'avocat était un avocat de la défense pour criminels. Randy Levine, un avocat très en vue pour les criminels, alors qu'elle n'était pas une criminelle, selon son récit. Cela l'a placée directement au centre du radar, et tous les soupçons se confirmaient déjà et prenaient de l'ampleur. En un rien de temps, elle a été arrêtée, car toutes les preuves étaient suffisantes et précise pour la condamner. Elle a plaidé coupable de meurtre au second degré, ce qui a inévitablement réduit la possibilité qu'elle soit condamnée à la prison à vie. En février 2018, Janelle s'est finalement présentée au tribunal alors que ses anciens beaux-parents faisaient des déclarations d'impact. Bien qu'elle avait commencé par dire qu'il était un homme violent, toutes les autres personnes qui ont témoigné ont dit quelque chose de différent. Elle a changé son appel en plaidant coupable, car plaider coupable l'empêcherait de recevoir une punition plutôt sévère. C'était en février 2018 qu'elle a fait appel pour meurtre au second degré. Sharon Borer, la mère de Gregory, a dit au tribunal que son fils ne devait pas mourir. Elle a dit « Tu n'avais pas le droit de tuer mon fils. Il n'a fait que te croire, t'accueillir et t'aimer. Je ne peux qu'espérer que là où tu vas, tu reçoives toute l'attention que tu désires et plus encore. » La mère de Gregory a pris la parole en premier et a déclaré à la suspecte qu'elle n'avait aucune raison de tuer son fils. La raison étant qu'il n'était en aucun cas méchant avec elle et qu'elle ne méritait pas une mort froide de sa part. Elle lui a dit qu'elle espérait qu'elle obtiendrait l'attention qu'elle désire en prison. Son frère n'a pas mâché ses mots en faisant sa déclaration, disant franchement à Janelle qu'il ne lui pardonnerait jamais et soulignant également la douleur qu'elle avait causée à ses enfants.
Il n'a pas retenu ses mots et a dit ce qui lui venait du cœur. Il a fait une déclaration qui a secoué toute la salle d'audience. Il a dit à la cour qu'il souhaitait seulement pouvoir échanger sa vie égoïste et méchante contre celle de Gregory. Avant que Janelle ne soit condamnée, elle s'est simplement tournée et a présenté ses excuses au juge pour avoir pris la vie de Gregory. Elle a été condamnée à 17 à 19 ans de prison. Juste avant que la sentence ne soit prononcée, Janelle s'est tournée vers le juge et s'est excusée auprès de lui pour avoir pris la vie de Gregory, comme si cela signifiait quelque chose à ce moment-là. Elle a ensuite été condamnée à une peine de prison de 17 à 19 ans, ce qui me semble assez peu pour quelqu'un qui a commis un meurtre, avec pour raison un mensonge valable. Christine Rossum, un cas d'une tricheuse et d'une toxicomane essayant de cacher ses secrets à son mari et pensant que le meilleur moyen de le faire était de tuer le gars. Rencontrer Christine Rossum, qui a assassiné son mari afin de dissimuler un crime. Elle est née à Memphis, Tennessee, d'un père qui était professeur et d'une mère qui travaillait à l'université Azusa Pacific. Elle avait 2 frères. Après que son père ait obtenu une promotion, sa famille a déménagé en Virginie, où elle a changé d'école et a fréquenté une école de filles nommée St. Catherine's School située à Richmond. C'est là qu'elle a commencé à fumer et à boire. C'était si grave que la marijuana a commencé à avoir des effets sur elle. Et elle a dû arrêter de fumer de la marijuana pour commencer à prendre de la méthamphétamine. Elle est ensuite retournée en Californie en 1994 et s'est inscrite à l'université de Redlands en tant qu'étudiante à temps partiel. Mais elle n'y est pas restée longtemps, car elle est partie presque immédiatement après une rechute. Finalement, elle a surmonté sa dépendance aux drogues, et c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré celui qui était censé être l'amour de sa vie en 1998, Greg Devilliers. Là, elle s'est inscrite à l'Université d'État de San Diego et a pu obtenir son diplôme avec mention cette année-là. Elle a travaillé au bureau du médecin légiste du comté de San Diego après avoir obtenu son diplôme. Puis le couple s'est marié l'année suivante, en 1999. Un mariage qui n'a duré qu'1 an et non pas à cause d'un divorce, mais parce que l'un des deux était un bourreau et a trouvé une raison de mettre fin à la vie de son compatriote. Exactement 4 jours après, que Devilliers ait confronté sa femme à propos de ses soupçons qu'elle consommait à nouveau des drogues et du fait qu'elle avait une liaison avec son patron au bureau, le docteur Michael Robertson. Il lui a dit de quitter son emploi au centre d'examen médical, mais elle ne l'a pas écouté. C'était le 6 novembre de l'année 2000, un jeudi, lorsque Rossum a appelé le 911 et a signalé un possible cas de suicide, disant aux opérateurs qu'il ne se sentait pas bien et qu'elle venait juste de rentrer et avait trouvé son corps par terre et qu'il ne respirait plus. Devilliers était mort. Ce n'est que le 19-10 que les ambulanciers qui ont pris son corps ont pu confirmer qu'il était effectivement mort. Les résultats des tests sont revenus et ont montré qu'il avait 7 fois la dose létale de fentanyl dans son système. Alors que Rossum a dit à la police que Devilliers s'était suicidé, sa famille n'y croyait pas, car tous attestaient du fait qu'il n'était pas une personne suicidaire. La police a décidé à contre-cœur d'ouvrir une enquête sur l'affaire et a d'abord décidé de procéder à une autopsie sur le corps de Devilliers. Normalement, ils auraient fait l'autopsie au centre d'examen, où travaille sa femme, mais pour éviter un conflit d'intérêts, ils ont emmené le corps ailleurs pour réaliser l'autopsie. 1 mois après la mort de Devilliers, Rossum et son amant, Robertson, ont été licenciés du centre, en raison de la consommation constante de méthamphétamine par Rossum et du fait que Robertson l'approvisionnait. Finalement, lorsque les résultats de l'autopsie sont sortis, ils ont montré que Devilliers était mort d'une overdose de fentanyl, un opiacé synthétique très puissant. Avec cela, une enquête a été ouverte et quelque chose n'était pas clair pour la police. Rien n'était clair sauf le fait qu'il s'agissait d'un homicide et non d'un suicide. Devilliers a été empoisonné. C'était 7 mois après la mort de son mari que la police a estimé avoir rassemblé suffisamment de preuves pour l'arrêter, car elle a été accusée du meurtre de son mari. Son procureur a déclaré qu'elle avait tué son mari pour l'empêcher de dire à ses supérieurs qu'elle sortait avec un collègue et aussi pour exposer son abus incessant de méthamphétamine, tandis que la défense a affirmé qu'il était suicidaire et qu'il s'était tué. Bien que ce soit une théorie avec laquelle la famille de Devilliers semblait être d'accord, en particulier son frère, Jérôme Devilliers. La raison étant qu'il n'était pas une personne suicidaire et qu'il n'avait pratiquement aucune raison de se suicider.
Le témoignage de Rossum était qu'elle était allée travailler tôt le matin et qu'elle était revenue en début d'après-midi pour donner de la soupe à son mari, puis qu'elle était retournée au travail. Elle est revenue vers 19h, est allée prendre son bain et s'est rasé les jambes. Après être sortie du bain, elle est allée dans la chambre et a vu son corps sans vie sur le lit. C'est à ce moment-là qu'elle a appelé le 911. Encore 2 respirations. 911, qui êtes-vous? 911. Nous sommes les services d'ambulance. Nous sommes en route. Comptez sa poitrine 15 fois de plus. Oh, oh. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer. Prenez 2 respirations de plus. Vous allez bien. Vous allez bien. Non. Il y avait un extrait qui montrait qu'elle avait effectivement raison d'administrer un massage cardiaque à son mari pendant l'appel au 911. À travers sa voix, on pouvait percevoir une tension et une pression évidentes, car elle pleurait même, comme on pouvait l'entendre. Mais malgré cela, il y avait encore quelque chose qui n'allait pas. Peut-être a-t-elle omis la partie où elle a ajouté du fentanyl à la soupe qu'elle a donnée à De Villers. Après avoir utilisé du fentanyl, cependant, la quantité de fentanyl dans son système montrait que cela n'était pas possible. Les tests ont révélé que la dose de fentanyl avait été administrée quand Rossum est rentré et a donné de la soupe à son mari. Les procureurs disent que Rossum a tué son mari pour cacher sa liaison et son addiction à la méthamphétamine. Le 12 novembre 2002, Rossum a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, condamné à vie sans libération conditionnelle et à une amende de $10 000. Bien que les rapports d'autopsie aient montré que la dose de fentanyl dans le corps de Villers correspondait à la période où elle était rentrée chez elle pour donner de la soupe à son mari, le plaidoyer de non-culpabilité a été couvert. En conséquence, elle a été accusée de meurtre au premier degré et a reçu une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, plus une amende de $10 000. Dans un très court extrait, on pouvait la voir pleurer. Christine Rossum a tué son mari pour cacher sa dépendance et sa liaison. Dans ce très court extrait, on pouvait voir Rossum dans un état très émotionnel, alors qu'elle pleurait abondamment après sa condamnation. Cela aurait pu être un cas complètement différent si elle avait plaidé coupable du crime. Une peine plus légère aurait été une possibilité probable, mais elle a décidé de se défendre vigoureusement, et elle a finalement obtenu ce qu'elle méritait. Jennifer Mee. Jennifer Mee est une jeune femme de 19 ans au centre de justice du comté de Pinellas. Elle a été arrêtée pour meurtre au premier degré, mais ce n'est pas la première fois que Jennifer attire l'attention. Quand Jennifer avait 15 ans, elle a eu un cas de quelque chose que vous pourriez même ne pas penser exister. Des hoquets incontrôlables. Elle était même connue sous le nom de la fille au hockey. Cependant, ces hoquets ont finalement été guéris et les médias n'avaient de plus d'intérêt pour elle. Mais il semble que c'est écrit dans les étoiles que Jennifer soit célèbre. Jeune fille souffrant d'une affection particulière, des hoquets incessants. Mais son apparence innocente a rapidement changé après que les procureurs ont condamné Jennifer Mee pour meurtre. Presque 4 ans plus tard, elle a été arrêtée pour avoir prétendument organisé un vol avec des victimes qu'elle avait rencontrées en ligne. Elle aurait recruté son petit ami, Lamont Newton, et un autre ami, Laren Rayford, pour aider à voler les victimes. Mee a attiré un homme de 22 ans qu'elle avait rencontré en ligne dans une maison vide, et ses 2 amis ont tiré et tué l'homme. Tout cela pour $50. Les 3 amis et alliés étaient tous ensemble, et ont fini par être arrêtés quelques heures après leur opération. Lorsque Mee a été arrêtée pour la première fois et était en prison, elle a eu un appel téléphonique avec sa mère, où elle a avoué son implication dans une conversation qui a été enregistrée. Lors de l'appel, Mee a également affirmé qu'elle n'avait tué personne, qu'elle était juste là au mauvais moment et au mauvais endroit. Elle a également dit à sa mère « J'ai tout organisé, et tout s'est mal passé. Parce que j'ai tout organisé, tout s'est mal passé de mon côté. » Tout a commencé à se dégrader après que tout soit arrivé. Cependant, le jury a rendu un verdict de culpabilité et Mee a été reconnue coupable de meurtre au premier degré. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, tout en ayant 30 jours pour faire appel. Ses complices, Rayford et Newton, ont également été reconnus coupables de crimes et de meurtre au premier degré et ont été condamnés à la prison à vie. Diane Lovejoy. Diana Lovejoy est une Américaine qui a été emprisonnée pour une tentative ratée de meurtre à gages sur la vie de son mari séparé, Greg Mulvihill. Lovejoy a engagé un assassin, son amant et ancien marine, Weldon McDavid, pour exécuter le meurtre, en septembre 2016.
McDavid a tiré sur Mulvey Hill, mais il a survécu. Et en une semaine, les enquêteurs avaient résolu l'affaire et arrêté les 2 suspects. L'histoire de Diana Lovejoy, de son ex-mari et de son amant devenu tueur à gages, est depuis entrée dans la légende, comme l'une des histoires criminelles vraies, les plus captivantes de tous les temps. Lovejoy a épousé Greg Mulvey Hill et le couple avait un jeune enfant au moment de leur divorce amer et de leur bataille pour la garde au milieu des années 2010, ce qui l'a conduite à prendre une série de mauvaises décisions qui se sont terminées par son emprisonnement et sa notoriété mondiale. À un moment donné, en 2016, Lovejoy et son ex-mari s'étaient engagés dans une bataille pour la garde au cours de l'année précédente qui l'avait laissée très insatisfaite et amère. Selon les reportages de l'époque, Lovejoy était contrarié par l'arrangement de garde partagé 50-50 et par le fait de devoir payer à son ex-mari un montant de 120 000 $. Pour résoudre son problème, elle s'est tournée vers son amant de l'époque, Weldon McDavid, un vétéran et instructeur de tir, lui offrant 2 000 $ pour tuer son ex-mari. Il a dit qu'il avait collé les preuves sur un poteau électrique le long d'un chemin de terre près de l'Avenida Soledad à Carlsbad. Mulvey Hill a quitté sa maison à 7 heures tardives, a pris une lampe de poche et une mini-batte de baseball et après avoir appelé un voisin en renfort, s'est dirigé vers le chemin de terre pour découvrir ce qui se passait. McDavid se cachait dans les buissons avec un fusil de style AR-15 attendant son arrivée pour éliminer la menace. Cependant, Greg et son voisin ont entendu des bruissements lorsqu'ils sont arrivés sur le chemin, après quoi un coup de feu a retenti. Mulvey Hill a été blessé mais a survécu et McDavid a fui la zone. Et il nous a tiré dessus 6 ou 7 fois. Une des balles a touché Greg Mulvey Hill, un programmeur informatique de 46 ans, sur le côté gauche de la poitrine. Je veux dire, là, il est en train de perdre assez mal. Une semaine après l'attaque, Lovejoy a été arrêté en tant que principal suspect du crime. McDavid a été arrêté peu de temps après, lorsque les autorités ont reconstitué tout le plan. La vidéo de surveillance montrait Lovejoy achetant le téléphone prépayé que McDavid a utilisé pour appeler son ex-mari et une perquisition à son domicile a révélé l'arme utilisée lors de la fusillade. Les données des tours de téléphonie mobile ont placé McDavid et Lovejoy près du chemin de terre, où la fusillade a eu lieu. Les enquêteurs ont révélé que Diana avait conduit son ancien amant dans la région pour tuer son ex-mari, et l'ADN de McDavid a été trouvé près de la scène. Pourquoi voulez-vous que je vous dise ça? McDavid insiste sur le fait qu'il était chez lui au moment de la fusillade, et les détectives lui donnent l'occasion de le prouver. Pouvez-vous me donner accès à votre téléphone pour montrer que... Vous étiez chez vous à 23h05? Non, non, oui, ok. Eh bien, écoutez, cette zone-là. Vous m'accusez à tort, on ne fait pas ça. Eh bien... Oui, vous le faites. Je veux connaître votre version des faits. Je ne sais pas, et vous refusez. La seule chose que vous possédez, qui montre où vous étiez. Mais les détectives disent à McDavid qu'ils ont déjà des preuves ADN, le plaçant sur les lieux du crime. Y a-t-il une raison pour laquelle vous auriez de l'ADN là-dedans? Maintenant, l'ADN n'est pas quelque chose qui ne vole pas simplement et ne descend pas la rue. Vous devez y aller. Pour le mettre là. Leur procès était assez simple et un jury a déclaré les 2 accusés coupables, malgré leur insistance sur le fait qu'ils n'avaient jamais prévu de tuer Mulvey Hill. McDavid a déclaré lors du procès que s'il voulait que Mulvey Hill soit mort, il le serait. 50 ans à perpétuité. Je n'avais pas l'intention de tirer sur M. Mulvey Hill. Je suis désolé d'avoir tiré sur M. Mulvey Hill. C'était une erreur de viser, comme je l'ai déjà dit. Il dit qu'il essayait seulement de tirer sur une lumière dans la main de Mulvey Hill et qu'il a raté. Si j'avais eu l'intention de tuer Monsieur Mulvey Hill, il serait mort. Je n'ai jamais eu cette intention. Le couple a été reconnu coupable de complot en vue de commettre un meurtre et de tentative de meurtre en novembre dernier. Je pourrais toucher cette personne au centre de la masse, à 100 mètres sans aucun problème, a-t-il dit. Cette défense n'était pas aussi convaincante qu'il l'avait pensé. McDavid a été condamné à 50 ans à perpétuité à l'Institution pour hommes de Californie à Chino et Lovejoy a été condamné à 26 ans à perpétuité en prison. 26 ans à perpétuité, c'est la durée pendant laquelle Diana Lovejoy passera en prison pour un complot de meurtre raté. Après le verdict de culpabilité, Lovejoy s'est effondré et a également éclaté en sanglots et McDavid a pleuré. Il a ensuite dit à Dateline que ce qu'il regrettait le plus dans toute cette épreuve était d'avoir trompé sa femme avec Lovejoy. Nous trouvons également avérée l'allégation selon laquelle Diana Jean Lovejoy
a agi volontairement, délibérément et avec préméditation au sens de l'article 189 du Code pénal. Suzanne Lorenz. Suzanne Lorenz, âgée de 58 ans, a été reconnue coupable du meurtre de sa voisine, une mère de 35 ans, Ajike Chantrell Owens. Les enfants d'Owens ont eu une petite altercation avec la dame de 58 ans, et Owens est allée là-bas pour confronter Suzanne à propos de l'incident. Jamais elle n'aurait su que ce serait sa dernière action sur Terre. Alors qu'elle se rendait chez Suzanne et commençait à frapper à sa porte, c'est à ce moment-là que Suzanne a sorti une arme et a tiré sur Owens à travers la porte. Lorsque la police a reçu l'appel au 911 concernant l'incident, ils se sont précipités sur place pour ne trouver qu'une. Owens blessée saignant sur le sol. Au moment où ils l'ont emmenée à l'hôpital, elle était déjà morte. Dès le début de l'affaire, on pouvait facilement identifier une chose. Owens et sa famille étaient noirs, tandis que Suzanne Suzanne a même avoué dans un affidavit qu'elle utilisait des insultes racistes envers les enfants la plupart du temps. Suzanne a affirmé qu'Ajike voulait détruire sa maison avec ses coups incessants et ses frappes à la porte. Elle avait l'impression que la porte allait s'effondrer, a-t-elle dit. Au départ, elle a appelé le 911 pour signaler une intrusion, mais elle s'est ensuite dit « bon sang », a pris son pistolet de calibre 380 et a tiré à travers la porte, tuant la mère célibataire de 4 enfants. Lee Melody a déclaré au tribunal « Je veux dire, depuis quand quelqu'un se fait-il tirer dessus pour avoir frappé à la porte ?» C'était vraiment un jour très triste pour toute la famille, car la grand-mère des enfants laissés derrière a pleuré en parlant à Suzanne, lui disant qu'elle l'a laissée s'occuper de ses 4 enfants, toute seule. Elle était prête à le faire et à donner aux enfants l'avenir que leur mère aurait voulu leur offrir. Diaz a organisé une collecte de fonds pour aider à subvenir aux besoins de ses petits-enfants. Et beaucoup de gens étaient vraiment prêts à aider. Suzanne Lorenz a été arrêtée en juin 2023 pour la mort par balle de A.J. Owens, âgé de 35 ans. Catherine Silver de News 6 a entendu la famille de la victime lorsque la sentence a été prononcée. Catherine Silver. Suzanne Lorenz a passé 10 minutes à parler du traumatisme dans sa vie et de la peur qu'elle a ressentie cette nuit-là avant de lire une déclaration de 2 minutes s'excusant auprès des enfants et de la famille d'Ajike Owens. Lorenz a fondu en larmes immédiatement après avoir terminé de parler. C'était une audience émotive pour tout le monde dans la salle d'audience. La querelle de voisinage entre Owens et Lawrence était bien documentée. Et après une confrontation entre leurs enfants qui jouaient dehors, Suzanne a été arrêtée en juin 2023 pour le meurtre de la mère noire, Ajike Chantrell Owens. Le tribunal n'a pas perdu de temps pour rendre les verdicts, car les preuves étaient suffisamment claires. La dame de 58 ans a été condamnée à 25 ans de prison alors qu'elle a donné sa déclaration après l'audience, parlant de tout le traumatisme qu'elle a dû traverser en vivant sa vie tout ce temps. Elle a présenté ses excuses aux enfants d'Ajike et immédiatement après, elle a fondu en larmes, car c'était un moment vraiment émouvant pour elle au tribunal. Que pensez-vous de ces peines étaient-elles trop sévères ou peut-être parfaitement justifiées? Faites-le nous savoir et assurez-vous de regarder nos prochaines affaires présentées à l'écran.